Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, Alain Cogent, l'un des pionniers de la restauration avec ses célèbres restaurants Cogent, nous reçoit chez lui pour nous expliquer comment il a su allier succès commercial et bienveillance dans son entreprise. Il va aussi nous parler de son ouverture à la spiritualité et la communication avec l'au-delà, qu'il raconte dans son livre Nourriture céleste. Bonjour Alain. Bonjour Christelle. Vous êtes un patron lunaire, on va dire. Vous dites que mon objectif quotidien a été de veiller à ce que tous les salariés soient heureux de venir travailler, à ce qu'ils soient le plus épanouis possible dans leur job. C'était ma priorité de tous les jours. Oui, je reconnais mes mots, effectivement, mais c'était la réalité. C'était pour moi ma priorité quotidienne, que les gens soient heureux. Voilà. Tout simplement, c'est vrai. En quoi, selon vous, la bienveillance et l'esprit de famille sont-ils importants dans l'entrepreneuriat ? Pour moi, c'était tellement naturel. J'aurais pas pu faire autrement, tout simplement. C'était une manière naturelle de travailler. J'aurais pas pu faire autrement que la manière dont j'ai travaillé avec tous ces gens-là, tous ces jeunes-là. Mais la façon dont vous avanciez était peu commune, on va dire, pour un patron. Quand, par exemple, vous dites que vous aimiez bien les périodes de rush et que derrière, il n'y avait pas du tout de stress, au contraire, vous regardiez peu les chiffres et votre baromètre était ailleurs. Alors, votre baromètre, il était où ? C'est vrai que quand j'allais tous les midis faire ce qu'on appelle le rush, le service, dans les restos, je regardais si les gens... Alors ça peut paraître très bisounours, mais la chose que je regardais, c'était si les gens étaient bien, s'ils étaient détendus. Alors évidemment, il fallait que ça fonctionne, parce que tout d'un coup, à midi, il y avait des centaines et des centaines de personnes qui arrivaient quasiment en même temps, donc il y avait énormément de monde, et il fallait qu'on assure, bien sûr. Mais ce que je regardais, c'était oui, si les gens avaient la pêche, ils étaient heureux. Ça paraît un peu cucu de dire ça, mais je vous promets que c'était ça, effectivement, mon quotidien. Et les résultats suivaient ? Oui. C'est vrai que je ne demandais jamais en fin de rush, tiens, quel chiffre tu as fait aujourd'hui, combien on a fait. C'est souvent les gens qui me disaient, tiens, on a fait tant de chiffres, etc. Mais c'était pas, mon baromètre était ailleurs, c'est certain. C'était l'entreprise que j'ai gérée pendant une vingtaine d'années, c'était, comme je l'ai dit dans le livre, pour moi, c'était pas vraiment un business, c'était plus un moyen d'expression qu'un véritable business. C'était pas ça qui m'attirait dans l'entreprise, du tout même. Pourtant, ça a été un business qui a cartonné par la suite. Et peut-être est-ce que c'est aussi du fait que les gens, vos employés, on va dire, vous suivez encore plus facilement parce que vous cherchiez à attirer le meilleur d'eux-mêmes. Par la bienveillance, la reconnaissance, vous les avez tirés vers le haut ? Oui, je partais du principe effectivement de tirer vers le haut. Oui, c'était un peu ma manière de faire, de reconnaître le travail, oui, c'était ça. Je disais toujours, même aux managers qu'on embauchait, il faut mettre les gens en confiance et non en garde. Et les mettre en confiance, parce que quand on met quelqu'un en confiance, ça y est, on allume une mèche. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas. Mettre en confiance, voilà, c'est là que les portes s'ouvrent, à mes yeux en tout cas. Et quand on met en garde, attention, on fait gaffe, attention, c'est là qu'on comme je disais, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup à l'école, quand on met en garde sans cesse, on n'apprend pas à être bon, on apprend à éviter l'engueulade, ce qui était ma spécialité à l'école. La matière m'intéressait peu, c'était éviter de me faire engueuler. L'inverse de ce que j'ai fait après, effectivement, dans l'entreprise, c'est vrai. Vous preniez des décisions collégiales avec vos collaborateurs, donc vous n'agissiez pas comme un patron qui impose. Non, du tout, c'est vrai. Et puis j'adorais d'ailleurs, demander l'avis aux gens. Parfois on disait que je le demandais trop, mais j'adorais demander l'avis. C'est pas parce qu'il y a un patron et 2-3 directeurs généraux ou autres que les bonnes idées viennent aussi d'un collaborateur qui n'est pas forcément là depuis longtemps, qui a un poste pas forcément au siège. Les idées, les bonnes idées peuvent venir aussi de n'importe quel individu, même s'il n'est pas forcément dans un comité
exécutif ou stratégiste ou je ne sais quoi. Oui, c'est vrai que je demandais l'avis, c'était très, comment on dit, quand on demandait collégial, voilà. Oui, c'était très collégial. Et c'était un bonheur pour moi que ça fonctionne comme ça. C'était plus une forme de partenariat finalement avec les personnes qui vous entouraient, un petit peu à l'image de ce que vous a enseigné votre mère. Vous dites que votre mère n'était qu'amour. Oui. Ah oui, ma mère effectivement était et est encore le modèle de ma vie. Et elle n'était qu'amour, elle n'était que bonté, générosité, bienveillance à toute épreuve. Elle avait une énergie absolument incroyable, toujours positive, toujours lumineuse, positive. Je ne l'ai jamais entendue une seule fois dans ma vie critiquer quelqu'un ou râler, même jamais. Toujours positive, toujours. Jusqu'à ces derniers instants, c'était mon modèle absolu, ma mère. En tant que patron, vous avez imposé ce modèle de gentillesse qui a permis à Cogent de se hisser parmi les grandes de la restauration. C'est gentil de dire ça, mais j'ai pas imposé ce mode de gentillesse du tout. C'est que on a démarré évidemment tout petit, mais les gens qu'on embauchait, on a eu beaucoup de chance parce que dès le départ, on est tombé sur des gens gentils, adorables. Ça démarrait comme ça, et puis les serveurs notamment, après ils faisaient venir leurs copains, leurs copines, etc. C'était que des gens gentils. Puis on a grandi comme ça, nombre de quelques-uns, on est passé à quelques centaines et quelques milliers, et c'est que des gens adorables. C'est vraiment, j'ai pas honte de le dire, et je le dis d'ailleurs souvent quand on m'en parle encore, donc des années après, parce que je suis parti il y a 4 ans. Au niveau humain, on a connu un véritable état de grâce. Ça, oui, certain. Oui, c'est un état de grâce. En tant que patron, ça vous est jamais arrivé finalement d'engueuler quelqu'un ou de virer quelqu'un? Alors, je crois que l'engueulade, justement, je crois pas du tout aux vertus de l'engueulade. Moi, je me suis fait engueuler toute ma jeunesse, je dirais, parce que à l'école, j'étais pas très bon à l'école, et je me suis fait engueuler. Et j'ai compris que engueuler quelqu'un, en tout cas moi, l'engueulade ne marchait pas, je me refermais comme une huître, et ça me faisait pas grandir. J'ai fait l'inverse chez Cogent, effectivement. Oui, je pense qu'on peut demander à n'importe lequel d'entre eux, je n'ai jamais gueulé sur quelqu'un. Parce que je ne crois pas à ça, et puis c'est pas ma façon de faire, c'est pas mon principe. Et puis je me dis, qui je suis pour gueuler sur quelqu'un? Je me disais souvent, mais tous ces jeunes, ils sont sincèrement plus vifs que moi quand j'avais leur âge, ils sont plus brillants, plus diplômés, plus tout ce que vous voulez. J'ai simplement 2 fois et demi leur âge. Et il n'y avait pas, non, il y avait pas besoin de gueuler ou d'engueuler. Et même si parfois, non, je crois tellement pas à ça. C'est pas ma méthode, et c'est pas, non, c'est pas pour moi. Votre méthode pour réagir, c'est plutôt l'humour, comme par exemple avec ce prof d'anglais qui vous avait engueulé et dont vous avez repeint la voiture en rose. Ah, oui, bon, ça c'est une histoire qui me suit depuis 40 ans. Oui, j'avais effectivement, c'est marrant parce qu'on m'en parle encore. J'étais en Bretagne hier, je suis rentré hier de Bretagne, et 40 ans, plus de 40 ans après, on me parle encore de cette aventure-là. Effectivement, c'est une vieille histoire, mais j'avais un prof d'anglais qui était une terreur absolue, qui a terrorisé 2 générations d'enfants. Les enfants et les parents, il était très connu dans la ville pour, quand je dis terroriser, on tremblait tous. J'ai un copain notamment dans mon village qui s'est mis à bégayer et qui bégaye plus de 40 ans plus tard, il faisait très 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 peur, puis il était brusque, c'était violent, un type malade des nerfs. Bon. Et effectivement, un jour, on a voulu, avec un de mes copains, un copain qui s'appelait Marc, et on a voulu lui jouer un tour de cochon. C'est idiot, hein, mais on avait peint sa voiture en rose à la sortie des cours, donc c'est pas très malin. Heureusement qu'on avait utilisé de la peinture à eau.
Parce qu'évidemment, on s'est fait attraper quelques semaines plus tard. Mais ce prof m'a marqué, précisément par sa violence et dès qu'il rentrait en cours, il gueulait, passait son temps à engueuler. Et du coup, moi, je me rappelle des tout premiers jours en 6e, ça devait être au bout d'une semaine ou 2 semaines, je l'entendais hurler devant tout le monde, « Cogent, t'es nul, ton frère était bon, mais toi t'es nul !» Et résultat, je suis nul. Et j'arrive à parler anglais à peu près, j'arrive à me débrouiller partout où je vais, mais lire un bouquin en anglais, j'ai du mal. Et je pense que quand on dit à quelqu'un « t'es nul », qu'on répète qu'il est nul, il peut devenir nul. Et inversement, quand on tire vers le haut, c'est pour ça, c'est marrant, il y a peut-être un lien entre tout ça, mais quand on tire vers le haut, quand on encourage, on peut devenir bon dans son domaine. Je suis convaincu que plus on dit à quelqu'un t'es nul ou t'es nul, tu peux c'est presque j'ose pas dire un sort, mais c'est une prophétie en tout cas. L'humour et la bienveillance, c'est pas forcément toujours ce qu'on met en avant dans les entreprises aujourd'hui. Il y a des impératifs de performance et vous, quelque part, vous montrez que on peut faire les choses autrement. Il y avait par exemple très peu de turnover dans votre entreprise. Oui, surtout au siège. Alors dans les restos, il y en avait forcément et c'est naturel puisque c'était souvent la main des étudiants. Donc, ça tourne bien sûr. Et au siège, donc le turnover était nul ou quasi nul. Les gens ne quittaient pas le siège. Et il y a eu beaucoup de bouche à oreille aussi parce que il y avait une chose qui était importante pour vous, c'était la qualité des produits sur lesquels vous ne faisiez pas de concessions. Oui, c'est vrai qu'on était réputé pour ça. On était intransigeant sur les produits, c'est sûr. Donc pour ça, on ouvrait peu de restaurants aussi, ce qui permettait de maîtriser la qualité des produits, la manière de les fabriquer. Oui. On aurait pu aller beaucoup plus vite et en faisant différemment, mais on était très très à cheval là-dessus. Vous dites que pour une entreprise, ou en l'occurrence votre entreprise, ce qui était important, c'était justement de ne pas aller vite, mais d'aller à son rythme pour pouvoir progresser le mieux possible. C'est ce qui s'est passé ? Effectivement, on n'ouvrait pas énormément de restos. Pour moi, c'était déjà beaucoup parce qu'on en ouvrait 2 par an. Donc c'est déjà beaucoup, 2 par an. Mais j'avais pas envie de faire d'ouvrir davantage, oui, c'est vrai. Ni de faire de franchise d'ailleurs. On a eu c'est en milliers de demandes de franchise et c'était incroyable le nombre. Tous les jours, on en avait plusieurs et ça pendant 20 ans, mais j'ai toujours refusé de faire ça. Parce que comme ça, on maîtrisait à la fois la préparation et aussi l'ambiance dans les restaurants. Comment s'assurer qu'un franchisé va être convenable et gentil avec ses équipes et voilà, c'était maîtriser les choses, voilà. Il y avait combien de restaurants Cogent lorsque vous avez quitté l'entreprise ? 34. Sur votre parcours aussi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que vous dites que le nom n'existait pas. C'est-à-dire que vous essayez toujours de contourner les choses pour avancer. Je crois que j'ai jamais dit non quand on me demandait quelque chose. Je me rappelle d'une fille notamment, c'est marrant, ça me vient à l'esprit maintenant, qui me dit tiens là, j'ai besoin de demander un rendez-vous, une fille super. J'ai besoin de te voir. Alors voilà ce que j'ai envie de te demander. Et je lui dis oui. Et elle me dit mais tu sais même pas ce que je vais te demander. Et je me rappelle lui avoir dit mais je te dirai oui parce que je savais très bien que ils étaient tellement sérieux et responsables que si elle me demandait quelque chose, je savais qu'elle aurait anticipé le fait. Là, il se trouve que ça me revient maintenant, mais c'est une fille qui voulait partir, une fille super. Elle voulait partir 1 an en Australie. Elle avait un poste important. Elle voulait partir 1 an. Et donc j'avais dit oui avant qu'elle me dise je vais quitter mon job pendant 1 an. Je savais que si elle me demandait quelque chose, je ne savais pas que c'était ça, mais je savais qu'elle aurait anticipé ou les gens étaient tellement sérieux, responsables, gentils, adorables que si on me demandait un truc, c'est que oui, c'était oui. C'est vrai que ça paraît bizarre de résumer tout ça en quelques mots là, mais effectivement, je lui ai dit oui pour qu'elle ait. Puis elle est passée 1 an en Australie, puis elle est revenue à son poste, voilà. Et oui, je disais pas non, c'est vrai. Quand on est une entreprise, évidemment, au fur et à mesure, on doit faire des choix pour s'étendre, pour grandir. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas, en fait, de faire entrer des investisseurs, des fonds d'investissement, etc. Est-ce que c'est bon, juste ? Est-ce que c'est bien ? Il y a différents types de fonds. Il y a des fonds très très durs,
voire violents. Il y a des fonds plus normaux, je dirais. Quand on se lance, on a besoin d'argent. La banque ne suffit pas, les petites économies ne suffisent pas, un prêt bancaire ne suffit pas, donc parfois il faut aller voir des financiers. Le problème d'une manière générale, c'est que les financiers ont un objectif qui est souvent différent du fondateur d'une boîte. Un fondateur va penser à l'essence même de sa boîte, et un financier, si je caricature un peu, il va penser uniquement à ce que ça peut lui rapporter, qu'importe à la limite si c'est de la restauration ou de l'ameublement ou de la téléphonie, qu'importe. Un financier de métier va penser à l'argent, au fric, combien ça peut rapporter. Donc il peut y avoir effectivement c'est un sujet très complexe, parce qu'en même temps il faut de l'argent pour lancer une boîte. Moi j'étais obsédé par le fait de rester majoritaire, d'avoir la main sur le gouvernail, sur la barre, de tenir la barre. Et pour moi, tenir la barre, c'était 51% du capital. Et ce que j'ai eu pendant, c'est presque 2 décennies. C'est important parce que, oui, un financier, alors il peut y avoir des gens très durs, il peut y avoir des gens violents, il peut y avoir des gens bien élevés aussi, mais c'est quand même, faut pas oublier que leur objectif, c'est quand même financier. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, donc c'est pas toujours évident d'être sur la même longueur d'onde. Donc, j'aurais tendance à dire, faut garder le contrôle, faut garder la majorité. Voilà, pour être libre en fait. C'est le choc des cultures entre évidemment les exigences de rentabilité des financiers et puis vous, à côté de ça, qui aviez vraiment une envie, c'était de pouvoir redistribuer. D'ailleurs, vous avez redistribué une partie de vos bénéfices. Vous aviez créé cette fondation Nourrir, Aimer, Donner. Oui, disons que même avant de démarrer Cogent, j'avais la volonté effectivement de dire tiens, on va faire les meilleurs produits possibles, on fera en sorte que les gens soient heureux au boulot, et si un jour on gagne de l'argent, on redonnera une partie pour précisément des projets dans l'alimentaire, dans notre métier. Et j'avais pensé à ça avant même de démarrer, d'où le nom de ma petite entreprise, enfin ma petite holding qui détenait 51% de Cogent. Elle s'appelait Harpan, H-A-R-P-A-N, qui en breton veut dire redonner, redistribuer, secourir. Donc j'avais cette idée-là avant même de démarrer avant d'avoir vendu le premier sandwich ou la première soupe. Et effectivement, au bout de quelques années, on a créé une fondation sous l'égide de la Fondation de France et on donnait 10% du résultat pour faire des projets d'aide d'une manière générale. C'était pas très connu parce qu'on communiquait pas, ou quasiment pas, mais c'était quand même chouette. On faisait des jolis petits projets. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui se lancent ? Je parle beaucoup d'indépendance, parce que beaucoup de gens disent faut faire attention quand on fait rentrer un fonds. En tout cas, il faut encore une fois garder la majorité, parce que sinon le projet qui est très beau au départ peut être dirigé par une logique financière. Tandis que si on a 51% du capital, on est quand même le patron. On peut avoir de la pression, bien sûr, mais on peut dire non. Donc, quand on se lance, à moins d'avoir un projet qui est de gagner du fric, bon là, comme ça, les deux parties sont en phase. Mais sinon, c'est de garder la main, c'est toujours pareil, garder le contrôle, c'est ça, et ne pas aller trop vite. Alors je ne suis pas un spécialiste, j'ai vécu une entreprise, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je dirais d'aller à son rythme, de ne pas aller... J'avais des copains ou des confrères ou plutôt des gens que je voyais en entretien souvent qui me disaient voilà, on va ouvrir un restaurant, 5 l'année prochaine, la franchise de l'année d'après et l'international en année 4. Et ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît déconnant de vouloir aller trop vite. Cette obsession d'aller trop vite, oui, je trouve c'est pas... Enfin, ça m'attire pas en tout cas. Donc moi, on m'a souvent dit, c'est trop lent, 2 restaurants par an, pendant 18 ans,
Oui, ça peut paraître lent, mais en même temps, c'était harmonieux. On avait des bons produits et tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'en allant manger chez Cogent, c'était bon. Tout le monde savait que le service était agréable, les jeunes étaient adorables. Alors évidemment, j'en ai pas ouvert 100 ou 300, que 35, mais c'était bien. Donc pourquoi aller plus vite ? Et souvent, des gens, j'ai l'impression, veulent aller vite. Vite. Mais oui, pour aller vite, on s'éloigne de son métier de base, on est dans le développement et dans la levée de fonds, etc. Enfin bref, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais de rester indépendant si on a une belle idée, et si on aime le projet, rester indépendant le plus possible, et puis choisir le rythme dans lequel on est à l'aise. Il y a aussi un petit peu de visualisation créative chez vous. Quand vous avez commencé, vous dites que vous ne regardiez que la beauté du projet, que finalement vous n'aviez pas les sous pour le faire au départ, mais que vous saviez que vous les trouveriez. Je pensais le projet, il n'était pas né, bien sûr, il était que dans ma tête, mais j'y pensais de manière positive, que positive. Et donc le projet existait déjà. Oui, quelque part il existait, c'était pas concret, mais il existait dans ma tête. Et comme je savais que c'était un beau projet, j'avais pas de doute sur le fait qu'il allait voir le jour. Ce qu'on peut voir chez vous, c'est la quête de sens, le partage. Est-ce que c'est ça qui, selon vous, doit driver les entrepreneurs de demain ? Oui, le partage est un thème qui me plaît et je crois beaucoup en ça. Après, chacun fait comme il le sent, mais c'est vrai pour moi, je me disais, il n'y a pas de raison des gens qui ont beaucoup bossé, qui ont été formidables, intègres, etc. Évidemment, il faut partager, s'il y a une richesse à un moment donné, il faut la partager, bien évidemment. La question ne se posait pas pour moi. Alors vous êtes un patron, on va dire... on a compris différent déjà dans votre façon de manager les gens, mais encore plus différent parce que vous êtes beaucoup ouvert à l'invisible ces dernières années, suite à la mort de votre maman. Oui, je suis ouvert à l'invisible parce que j'ose pas dire qu'il est aussi présent que le visible, mais quelque part si, bien sûr. C'est un vaste sujet, mais je crois... notamment la survie de la conscience. Je pense que la mort telle que on l'entend généralement n'existe pas. Alors, la mort n'est que physique. Je pense que dès qu'on meurt, évidemment le corps fout le camp, c'est sûr, mais la conscience survit, et je dirais même qu'elle s'interrompt sans doute pas du tout. Et j'oserais dire que j'en ai eu la preuve. Les gens qu'on a aimés ne partent pas dans le néant. Une vie continue. Dans la tête des gens, la conscience est, on va dire, logée dans le cerveau. Ce qui est sans doute le cas d'ailleurs pendant qu'on est vivant. Mais quand on meurt, le cerveau meurt évidemment, mais pas la conscience. La conscience est une sorte d'abri. Le cerveau est une sorte, d'abri de la conscience pendant qu'on est en vie. Et quand on n'est plus en vie, quand on meurt, le cerveau meurt, mais pas la conscience. La conscience peut être, entre guillemets, logée dans l'âme, en tout cas. Évidemment, elle est plus dans le cerveau. Donc la conscience demeure, ça j'en suis certain. Et vous dites que vous avez eu des preuves. C'est à travers des signes, des conversations médiumniques avec votre maman ? J'ai eu quand ma mère est partie, j'ai eu le réflexe d'appeler un très grand médium en Bretagne. J'ai eu ce réflexe-là. Effectivement, le lendemain de l'enterrement de ma mère, j'ai appelé ce fameux médium qui s'appelle Alain-Joseph Belay. Et j'ai pris rendez-vous avec lui et il m'a dit oui, pas de problème. Il connaissait pas mon nom, j'avais dit je m'appelle Alain de Paris. Il connaissait absolument rien de moi. Il ne savait pas si j'étais, comme je disais, marin-pêcheur au Guilvinec ou taxi à Lyon ou coursier à Paris. Il ne connaissait rien de moi. Et il m'a donné un rendez-vous 1 an et demi plus tard, ce qui me paraissait une éternité. Moi j'avais envie d'un rendez-vous, peut-être pas le lendemain, mais dans la semaine. Et il me dit pas avant 18 mois. Je dis merde. Et j'ai attendu ces 18 mois, mine de rien, ça m'a fait tenir. Et quand je l'ai vu, c'est incroyable les messages que j'ai eus
je pourrais en donner des dizaines et des dizaines. Hein. Mais la toute première chose, quand je l'ai vu, je voyais qu'il entre guillemets, se concentrait, en tout cas qu'il, comme on dit, il élevait sa vibration, comme on dit, mais on va dire qu'il se concentrait, et tout d'un coup, en me regardant, il me dit « Ah, Marie-G est derrière, et là, Marie-G vient d'arriver, Marie-G est derrière ton épaule. » Je lui avais pas dit que ma mère était partie, je lui avais évidemment pas dit qu'elle s'appelait Marie-Germaine, et que le petit cercle de mon père, par exemple, l'appelait Marie-G. On l'appelait Marie-G, parfois. Ses proches l'appelaient Marie-G. Je lui dis ça alors. Tout de suite après, mot pour mot, il me dit « Oh Alain, tu es arrivé à l'hôpital de Morlaix comme un fou, tu es arrivé. » Effectivement, j'étais arrivé en voiture, j'avais laissé ma voiture n'importe où, je suis monté 4 à 4 les escaliers parce que j'avais appris qu'elle avait eu un AVC. Et je suis arrivé à fond à l'hôpital de Morlaix et j'arrive dans la chambre et je vois ma mère allongée dans un lit, sur son lit, et je dis maman, et elle me répond pas. Et ça me paraissait dingue parce que je me dis quand elle va entendre ma voix, elle va me répondre. Parce que ma mère, c'est la première fois qu'elle me répondait pas. Évidemment, elle était dans le coma. Et le médecin derrière me dit ça sert plus à rien, vous entend plus. Alors j'avais envie de dire quel con, parce que je savais que dans le coma on entend, on voit, on entend, ça je le savais, et pas lui apparemment. Et je ne savais pas quoi faire, et je dis maman, et quand il m'a dit ça sert plus à rien, et j'ai pris la main de ma mère, et je lui ai écrasé sa main tout en disant maman, en espérant un signe. Et je lui ai écrasé la main, de toutes mes forces. J'ai dit maman, merde, elle va réagir, maman. Bref, 18 mois plus tard, quand je vais voir le médium, au bout d'un moment, l'esprit de ma mère me dit « Oh Alain, t'es arrivé comme un fou à l'hôpital de Morlaix, t'as grimpé les escaliers 4 à 4, tu es arrivé dans la chambre, tu m'as écrasé la main, mon Dieu, mais tu m'as écrasé la main, mais tu sais, j'étais parti avant mon corps. » Qui pouvait savoir que j'ai fait ça? Personne. Et après, elle m'a raconté tout ce que j'ai fait après, mais j'ai reçu des messages, mais tellement précis, c'était pas des messages « Coucou, je suis encore en vie, tout va bien, ne t'inquiète pas mon petit chéri, je suis encore en vie, tout va bien ». Non, c'était des messages extrêmement précis. Et j'en ai eu des dizaines et des dizaines, à tel point que... Alors je me suis beaucoup intéressé à la médiumnité. Je me dis mais c'est complètement dingue, c'est incroyable. J'ai rencontré un autre médium à Paris qui est brillantissime aussi, Henri Vigneault. J'ai rencontré Lionel Del, j'ai rencontré ces 3 médiums. Et peu de temps après 2 ans après le départ de ma mère, et c'était bluffant, c'était incroyable, c'était inimaginable. Je me rappelle, je pourrais en parler des heures et des heures, mais à l'instant, je me rappelle un jour, je me baladais dans la rue, et tout d'un coup, je sens du chèvrefeuille. Et ma mère adorait le chèvrefeuille. Je fais mécaniquement 3-4 pas en arrière, sans me retourner, 2-3 pas en arrière. Je sens le chèvrefeuille à plein nez, et je pense à ma mère. Je me dis, j'aimerais bien qu'elle sente ce parfum qu'elle adorait. Bref, je pense à ma mère en sentant cette fleur que j'aime beaucoup. Et quelques mois plus tard, quand j'ai revu c'était Henri Vigneault, il m'a dit « Oh Alain, elle me dit, t'as rempli tes poumons en respirant le chèvrefeuille parce que tu savais que j'adorais son parfum. Je l'ai senti, merci, j'ai bien senti. » Enfin, là c'est un deuxième exemple, mais j'en ai eu des dizaines et des dizaines, tous bluffants autant les uns que les autres. Donc je me suis intéressé à la médiumnité, et puis il n'y avait pas que de la médiumnité, j'ai eu des signes aussi, des signes très forts. Évidemment, ce qu'on appelle les synchronicités, et évidemment, ça ne peut pas être le hasard. Alors une personne peut-être très cartésienne pourrait dire « Ah oui, quel hasard, effectivement ». Non, il y a des synchronicités qui sont tellement dingues. J'étais un jour... je ne suis pas religieux, mais j'aime bien aller dans les églises. Et un jour, je vais à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, parce que j'avais un resto qui était place du Louvre. Et je vais à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, je rentre et puis je
pour allumer une bougie. J'aime bien allumer des cierges, des bougies dans les églises. J'allume ma bougie en pensant à ma mère, et en face de la bougie, je vois une photo de Sainte Thérèse de Lisieux. Et je vois son regard perçant, une photo noir et blanc, et en allumant ma bougie, je la regarde, je me dis, tiens, quand même, Sainte Thérèse, j'entends parler de Sainte Thérèse depuis que je suis petit à l'école. On entendait parler de Sainte Thérèse de Lisieux. Et je me rappelais même qu'en primaire, donc je devais avoir 6, 7, 8 ans, 9 ans peut-être, on parlait d'elle souvent, Sainte Thérèse, et je sais qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait Histoire d'une âme. Je me souvenais de ça. Donc, je me souvenais de ça 50 ans plus tard. Et j'allume ma bougie, je pense à ma mère, et en partant, je me dis, tiens, j'ai le temps, je vais aller à la Fnac, je vais acheter ce bouquin-là, que j'ai jamais lu, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. J'arrive à la Fnac, et avant d'aller au rayon spiritualité que je connais bien, c'est tout de suite à gauche, je me dis, tiens, je vais acheter aussi le livre d'une copine qui a, je vais faire d'une pierre deux coups, je vais acheter un autre livre qui s'appelle Les marques positives. C'est une copine qui a écrit ça dans le domaine de la RSE, développement durable, tout ça. Et je demande au vendeur à la Fnac où se trouve le rayon marketing, entreprise, tout ce rayon où je mets jamais les pieds. Et il me dit tout au fond à droite. Bon, et j'avais jamais mis les pieds dans le rayon entrepreneuriat, finance, marketing, tout ça. Bref, j'arrive et tout d'un coup je vois une pile de livres, les marques positives, Elisabeth Laville. Donc je vais prendre son livre et qu'est-ce que je vois poser? J'ai même pris une photo posée sur la pile de livres en rayon économie business, posée sur le marque positive, le petit livre, Histoire d'une âme, Sainte Thérèse de Lisieux, posé. Je me suis dit, putain, j'ai dit, c'est pas possible. Et en même temps, j'étais surpris, et en même temps, pas totalement surpris. Pas totalement surpris. Donc j'ai acheté les 2 livres, je me suis dit, quand même, c'est incroyable. Et j'ai eu plein de synchronicités comme ça, au départ de ma mère. Et j'ai continué à avoir d'autres messages en médiumnité. Alors maintenant, je consulte plus vraiment, parce que j'ai eu la preuve absolue je pourrais donner tellement d'exemples même de dialogue. J'ai même eu mon père, d'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, je vais voir le médium là pour essayer d'avoir un message avec ma mère, et avant qu'elle intervienne, que son esprit intervienne, c'est mon père, et j'aimais mon père, mais je ne pensais pas à lui en allant voir le médium. Et puis il m'a dit des mots tellement précis, je peux vous garantir que c'était bien lui qui parlait. Quand j'ai entendu ces mots, c'était bien lui. Et il m'a dit à la fin, bon, je sais que c'est pas pour moi que tu viens, c'est pour ta mère, et ma mère est intervenue. Alors tout ça, ça peut paraître, certains pourraient trouver ça ésotérique, mais c'était factuel, c'était des choses que personne ne pouvait savoir. Personne au monde pouvait savoir, à part moi, et c'est prodigieux. Donc, en fait, j'ai écrit ce livre pour ça. Pas, en fait, on a beaucoup parlé d'entreprise, mais c'était pas le plus important dans les livres. J'ai écrit ce livre pour donner espoir aux gens qui sont dans le deuil, parce que on est tous amenés tôt ou tard à connaître le deuil. Parfois, c'est épouvantablement dur. Parfois, mais il n'y a rien de pire dans la vie. De perdre un être aimé, il n'y a rien de pire. C'est l'horreur. Et ça touche tout le monde. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le deuil ça peut, à part d'être immensément malheureux, de pleurer, ça peut entraîner des dépressions, voire pire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Aller voir un médecin, son médecin qui fait un peu son rôle de psychologue, qui fait du mieux qu'il peut, qui soulage, et puis qui au bout d'un moment, si ça va pas du tout, peut prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques, bien sûr. Mais je me dis que un contact avec une preuve de survie, et pas simplement coucou, t'inquiète pas, je suis encore là, mais une vraie preuve de survie avec un être aimé disparu, peut éviter justement de prendre des antidép ou des anxios. Je pense que dès qu'on reçoit un message très précis, des messages incroyables, ça fait un bien inouï et ça permet de voir la mort différemment. Voilà. Moi, ça m'a fait un tel bien
que je me suis dit, merde, il faut que je le fasse savoir. Alors je suis pas un spécialiste de la médiumnité ou de l'ésotérisme, ou je suis pas un spécialiste du tout, au contraire, je suis un monsieur tout le monde qui a eu la chance d'avoir ces preuves de survie. Et le message le plus important, c'était de donner espoir aux gens qui sont dans le deuil. Alors, j'ai forcément, depuis toutes ces années, j'ai rencontré des gens qui ont été touchés par le deuil, qui ont été confrontés au deuil, et dont certains très cartésiens, en parlant de médium, j'imagine que plus d'un a dû dire mais c'est quoi ces conneries? Mais ils ont fait l'effort d'y aller, et à chaque fois ils m'appelaient en me disant, Alain, il faut que je te voie, mais tu vas pas me croire. Je dis si, non, tu vas pas me croire, c'est complètement dingue. Et c'est à chaque fois les gens disparus cherchent justement à donner des preuves irréfutables. Un ami me disait, tiens, c'était son frère qui était parti, et me disait qu'il donnait, son frère parlait d'enfants qu'il avait eu depuis, en donnant les prénoms, et un enfant qui n'existait pas du temps de la vie du frère, mais il parlait d'une petite notamment, donnant son nom, parlant d'elle, qui est arrivée après sa mort, dans des choses, mais d'une précision inouïe. Et je me suis aperçu qu'il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont eu cette chance que j'ai eue, d'avoir ces preuves de survie. Mais je me dis, les gens ne connaissent pas assez cette possibilité de pouvoir encore communiquer. Alors, évidemment, il ne faut pas tomber dans pas le piège, mais dans le problème de vouloir communiquer en permanence, de conserver un lien. Non, c'est des preuves. Ça fait du bien d'avoir des preuves, mais après, il faut aussi laisser chacun fait son chemin. Mais je pense qu'une preuve, moi j'en ai eu plusieurs, parce que j'en ai eu une qui était tellement dingue, je me dis non, il me faut une deuxième, il me faut une troisième. Et j'ai eu plusieurs séances, et à chaque fois c'était complètement dingue, et je me dis il faut laisser aussi la place aux gens, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, je crois, maintenant. C'est plus d'un an et demi pour avoir cette chance d'avoir un comptable, donc il faut laisser la place aussi aux gens qui sont dans le deuil. Aujourd'hui que vous avez compris que la vie pouvait être finalement un peu différente de ce qu'on peut en voir avec nos yeux, est-ce que, et aujourd'hui que vous avez eu énormément de signes, est-ce que vous voyez la vie différemment, et vers quoi la vie vous emmène aujourd'hui, vers quel projet? Alors, est-ce que je vois la vie différemment? Disons que ça conforte ce que je pensais. L'importance du partage, l'importance d'essayer d'aider si on peut, de faire... c'est délicat pour moi de parler de ça, mais d'essayer de faire des projets vertueux, tout simplement. Voilà. Déjà pour moi, à la base, les restaurants Cogent que j'ai quitté il y a 4 ans, c'était un projet pour moi... c'était un projet vertueux. Mais maintenant, je voudrais aller... plus loin là-dedans, beaucoup plus loin. Voilà, je ne cherche pas à lancer un business ça ne m'intéresse pas du tout. Et je sais que l'essentiel évidemment est ailleurs, et voilà, j'aimerais bien réfléchir à un projet d'aide, de partage, en tout cas faire avancer le schmilblick, voilà. Je laisse tout le monde donc lire votre livre Nourriture céleste pour en savoir plus. Merci beaucoup Alain. Merci à vous de m'avoir invité. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.